Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, le TDAH chez l'adulte, de Martin Desailles, Nader Pérou et Sébastien Webel, lu par Claire Cahen. Préface. Appréhender un trouble encore mal compris. Par Christine Guettin, présidente de l'association Hyper Super TDAH France, et Michel Lecendreux, pédopsychiatre, praticien hospitalier, spécialiste du sommeil au CHU Robert Debré de Paris, président du comité scientifique Hyper Super TDAH France. Cet ouvrage sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH à l'âge adulte, écrit sous la plume de jeunes médecins fortement engagés auprès des patients atteints de cette pathologie, est désormais essentiel dans la bibliothèque de tous ceux concernés par ce trouble. En premier lieu, les patients eux-mêmes, qui sont encore fréquemment à l'origine de la démarche qui a conduit à la reconnaissance de leur trouble, mais aussi les acteurs de santé, à qui revient la responsabilité du diagnostic, de l'instauration et du suivi du traitement. Selon les études, près de 4% des adultes en population générale seraient concernés par le TDAH. Ainsi, ce trouble ne devrait plus être une pathologie confinée au domaine pédiatrique, mais être intégré au champ plus large de la médecine des adultes, qui exprime un fort désir de reconnaissance et de prise en charge de leurs difficultés. Ce trouble, qui a longtemps fait l'objet de polémiques quant à sa définition et à son existence même, n'est pourtant pas le fruit d'une construction de l'esprit, ni la résultante d'une mauvaise éducation. Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement dont les conséquences constituent une perte de chance significative pour les personnes qui en sont atteintes. La capacité pour les soignants à comprendre et à s'adapter aux conséquences du TDAH est donc un enjeu majeur. Il convient en effet d'apporter le plus grand soin à objectiver, mesurer, évaluer les symptômes, les comorbidités éventuelles, leur retentissement sur la vie du patient, afin de pouvoir apporter les réponses les mieux adaptées à chaque cas. Le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention réalise cet objectif en apportant des solutions pratiques et pertinentes. Les auteurs sont certainement parmi les spécialistes les plus impliqués dans la prise en charge et la diffusion de l'information autour de ce trouble chez l'adulte. Ils s'adressent également au plus grand nombre. Les soignants, les patients et leurs proches pourront ainsi s'y référer et accéder à une meilleure compréhension du trouble à la lumière des dernières avancées de la recherche au plan national et international. Le manuel de l'hyperactivité aborde avec précision et sans complaisance le champ complexe du TDAH et le rend accessible et concret à tout un chacun. Nous ne pouvons qu'encourager cette initiative et souhaitons que le lecteur puisse à son tour devenir le relais des connaissances portant sur un trouble encore trop souvent mal compris. Proposer des leviers d'évolution positive. Par le Dr Pierre Oswald, psychiatre, docteur en sciences psychologiques. La tâche était énorme, mais elle a été accomplie. Le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention est le guide définitif à conseiller aux patients et aux familles que nous, médecins, rencontrons en consultation. Également, il constitue une ressource passionnante pour tout professionnel amené à diagnostiquer le TDAH, à accompagner les patients ou tout simplement désireux d'en savoir plus sur un trouble dont on lui a peu parlé durant ses études. Trop longtemps considéré comme une maladie à la mode, le TDAH est évoqué dans des centaines d'ouvrages et de sites Internet. La raison y laisse souvent la place aux passions et aux opinions, aux conseils plus ou moins farfelus et aux controverses stériles. Il y a les pro-Ritalines, les anti-Ritalines, les sceptiques, les convaincus et pas mal d'illuminés. C'est par conséquent avec rigueur que les auteurs du manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention ont décortiqué les plus récentes recherches et découvertes sur un trouble dont la validité repose désormais sur une vaste littérature scientifique. L'âpreté de la recherche peut rebuter. Et c'est toute la compétence des auteurs, par leur expérience académique et le temps passé auprès des patients, qui permet à ce livre de constituer un ouvrage ludique, facile d'accès et particulièrement adapté à ceux qui ont du mal à terminer une page ou un chapitre.
S'il fallait insister sur un point fort de l'ouvrage, outre sa rigueur scientifique, ce serait l'exhaustivité de la description des approches thérapeutiques. Il est loin le temps où la boîte à outils des médecins ne contenait que le bon vieux méthylphénidate et quelques conseils de bon sens. Ici, les difficultés attentionnelles sont décrites comme des leviers d'évolution positive. Le temps, ennemi juré des patients, devient un outil thérapeutique. Et enfin, les émotions et leur régulation font l'objet d'un chapitre aussi passionnant que novateur. Il y a longtemps, en tant que chercheur dans le domaine des troubles de l'humeur, mon attention fut attirée sur les parents d'enfants hyperactifs, que nous considérions au mieux comme bipolaires, au pire comme excessifs, et, reconnaissons-le, comme assez pénibles. Était-il possible que le TDAH persiste à l'âge adulte ? Le jeune psychiatre que j'étais ne connaissait quasiment rien à ce trouble. C'est alors que frappa à ma porte la présidente d'une jeune association, la bien nommée TDAH Belgique. Spontanée et enthousiaste, elle me conjurait de faire quelque chose pour tous ces patients dont les médecins ne voulaient pas ou ne pouvaient pas s'occuper. Un voyage de formation au Québec plus tard, et voilà que s'ouvre la première consultation spécifiquement consacrée au TDAH adulte en Belgique francophone. Plus de 15 ans après, ce sont des centaines de personnes que j'ai rencontrées, aussi diverses que fascinantes, aussi incomprises que désireuses d'aller mieux. Ce sont donc les patients et leurs familles qui ont secoué le cocotier. Ce sont eux qui, avec passion, nous imposent une revigorante remise en question. Car s'il y a bien là une catégorie de patients pour qui la passivité est un gros mot, ce sont bien les patients TDAH. Ils exigent que nous nous tenions au courant et que nous nous débarrassions de nos certitudes médicales, sinon ce sont eux qui s'en chargeront. Et même si, après une journée de consultation, je suis exténuée, je suis toujours plus riche de compréhension et de savoir. Le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention est, d'une certaine manière, un juste retour de cette formidable énergie que les patients et leurs familles nous transmettent. Que les auteurs de l'ouvrage en soient ici remerciés. Miser sur les qualités des personnes TDAH. Par Danielle Rousseau, présidente du regroupement des associations PANDA, personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention du Québec. Contrairement au TDAH chez l'enfant, le TDAH chez l'adulte est beaucoup moins connu, et une meilleure compréhension de ses conséquences sur les personnes qui en sont atteintes et sur leurs proches permettra de défaire plusieurs mythes et de réduire les préjugés. Souvent, les parents cherchant de l'information et de l'aide pour leurs enfants réalisent que les symptômes décrits correspondent parfaitement à leur réalité et demandent alors du soutien pour compenser leurs propres déficits. Leurs relations sociales, leur vie familiale et amoureuse ainsi que leur emploi sont souvent perturbés, ce qui les amène à avoir une perception négative de leurs capacités. Effort à commencer puis à terminer une tâche, agitation, manque de concentration, éparpillement, impulsivité, hypersensibilité, sentiment de sous-performance chronique et faible estime de soi ne sont que quelques-unes des difficultés avec lesquelles ils doivent composer depuis leur enfance. Une meilleure connaissance de cette problématique permettra de sensibiliser la population aux besoins spécifiques de ces personnes et à leur détresse. Ce manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention présente l'inventaire des connaissances scientifiques et démystifie le processus de diagnostic. Il dresse également un portrait détaillé des autres troubles pouvant accompagner le TDAH et en fait la distinction. De plus, il fait le point sur les différentes stratégies adaptatives possibles, dont le traitement pharmacologique. Toutes les questions concernant les avantages et les inconvénients de la médication et son mode de fonctionnement y sont abordées sans détour. Plusieurs chapitres proposent des exercices pratiques afin d'accompagner le lecteur dans sa démarche, qu'il soit un proche ou la personne TDAH elle-même. Une panoplie d'outils pour vaincre la procrastination, porter attention à son attention, gérer son temps et ses émotions, pour n'en nommer que quelques-uns, vise à lui permettre de développer de nouvelles compétences et ainsi atteindre son plein potentiel pour aspirer à une réussite personnelle et sociale. Car il faut garder à l'esprit que les personnes TDAH sont énergiques,
capable d'improviser, spontanée, créative, et possède beaucoup d'autres forces sur lesquelles il faut miser. Devenir le spécialiste de son TDAH. Par Daniela Brustolin, présidente de l'ASPEDA, Association suisse romande de parents d'enfants avec déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Être un adulte touché par un TDAH rime à bien des égards avec le sentiment que les tâches quotidiennes sont désorganisées, inachevées, approximatives. De plus, il y a la sensation que l'exécution en est davantage dictée par les variations émotionnelles que par la volonté de mener à bien un travail. Compétent, brillant et souvent apprécié par son entourage, l'adulte TDAH peut se sentir tantôt enjoué et engagé, tantôt anxieux, démotivé et découragé. Il se livre donc à un exercice de haute voltige entre un engagement enthousiaste et des difficultés à mobiliser ses ressources. Les objectifs temps et productivité sont bien souvent des priorités, et il ne veut pas décevoir. Ajoutons la présence de l'ennui, escorté d'un dialogue interne pessimiste pour que les premiers signes de rumination jaillissent. Et voilà que ses pensées et ses idées négatives deviennent son quotidien et envahissent sa vie. Certains se reconnaîtront parmi ces caractéristiques. Mais le TDAH peut s'exprimer par de multiples autres visages. L'histoire de chacun, le vécu, le parcours, l'environnement et le contexte, combinés à l'intensité des impacts fonctionnels, vont plus ou moins fortement influencer chaque expérience tout au long de la vie. Pourtant, quand le TDAH est reconnu, compris et apprivoisé, cela donne une dimension nouvelle autant à la personne touchée qu'à son entourage. Contre toute attente, l'adulte TDAH se découvre hyperfocus, productif, ingénieux, créatif, vif d'esprit, entrepreneur, généreux, sensible, brillant, aimant, etc. Il peut alors mettre en avant et à profit de nombreuses qualités. Il pourra exploiter d'innombrables forces et talents en intégrant des stratégies adaptatives ou compensatoires en fonction de ses besoins. Une étape clé pour aspirer à une amélioration de sa qualité de vie est la psychoéducation. Cette dernière consiste à bien se former sur le trouble afin d'en comprendre les mécanismes. L'adulte devient en quelque sorte un spécialiste de son TDAH dans le but de compenser efficacement ses difficultés, de s'améliorer et pourquoi pas de faire une force de son trouble. Il est essentiel de relever qu'en cas de difficultés persistantes, une consultation auprès d'un professionnel de la santé TDAH est vivement recommandée. Mais à travers ce manuel, fondé sur les données scientifiques les plus récentes, l'adulte TDAH et ses proches trouveront des explications, des ressources et des outils pour aller dans la direction des changements désirés. Introduction. Imaginons, vous venez d'acheter ce livre sur un coup de tête parce que vous avez trouvé la couverture sympa. Vous avez envie de vous plonger tout de suite dedans, mais tout à coup, une alerte sur votre téléphone vous rappelle que vous devez aller chercher votre fils à l'école et vous êtes déjà en retard à coup sûr. Vous vous dites que ce nouveau livre, vous allez le laisser traîner des mois sur une pile, augmentant ainsi votre culpabilité de ne pas vous prendre en main. C'est ça, le TDAH. Et le TDAH, quand on en souffre, c'est compliqué. Tendance à la procrastination, difficulté à gérer les tâches administratives, à tenir les délais, etc. Les conséquences de ce trouble neurodéveloppemental sur la vie quotidienne des personnes TDAH et de leurs proches sont nombreuses. Le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention n'est pas comme le manuel du bricoleur. Il ne vise pas à vous rendre hyperactif ou inattentif. Il est à l'usage des personnes qui ont une hyperactivité et ou un trouble de l'attention et vise à vous permettre de mieux comprendre votre trouble. Il est également à l'usage des proches ou connaissances qui ont eux aussi besoin de mieux appréhender la définition et les implications de ce trouble encore mal connu. Nous l'avons souhaité comme un manuel clinique proche de notre pratique et proposant des moyens concrets pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Dans le langage commun, la plupart des personnes utilisent le terme d'hyperactif pour décrire le TDAH.
Mais ce manuel s'adresse aussi bien à tous ceux qui souffrent de difficultés attentionnelles. Si vous ne souffrez que de déficit d'attention sans hyperactivité, ce manuel vous est bien destiné. Nous considérons avec le plus grand respect les personnes souffrant d'un trouble mental et attachons une grande importance à ce qu'on ne réduise pas une personne à une maladie. Nous nous engageons, en tant que soignants, à traiter des malades et non des maladies. C'est dans ce souci qu'il faut à chaque fois comprendre que nous nous adressons aux personnes souffrant d'un TDAH et non pas au TDAH lui-même. S'il est important de se tenir à cette règle de respectabilité et de non-réduction d'un individu à une maladie, cette règle complique parfois la transmission claire de l'information. Bien que nous détestions le manque d'empathie et la déshumanisation, nous avons décidé dans cet ouvrage, dans un but de simplicité et d'efficacité, de faire parfois référence aux personnes dont nous parlons en utilisant leur diagnostic. Pour les mêmes raisons pratiques, nous alternons respectivement les pronoms plutôt que d'alourdir le texte par les « il »,« elle »,« son »,« ça ». Nous ne voulons en aucun cas conduire à l'idée dans l'utilisation de ces pronoms qu'il y aurait une discrimination de genre. Les témoignages présents dans cet ouvrage sont tirés de situations relatées par des patients. Ils ont toutefois été considérablement modifiés par les auteurs et par conséquent, toute homonymie, ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence et ne pourrait en aucun cas engager la responsabilité des auteurs. Ce manuel a pour vocation d'être un compagnon qui vous vienne en aide ou vous aide à comprendre ce trouble aux multiples facettes. Nous avons l'espoir qu'il vous aidera à vous sentir mieux et vous accompagnera sur le chemin que vous emprunterez avec vos proches, vos soignants, vos psychothérapeutes, vos psychologues, vos médecins, en vue de soins adaptés à votre détresse. Nous souhaitons que ce manuel vous aide à vous situer dans le monde des dénominations et des termes médicaux et psychologiques qui réduisent bien souvent les individus à des comportements ou à des pensées. Nous ne sommes pas que cela. Nous ne souhaitons pas être réduits à cela. Bien entendu, vous avez sans doute déjà consulté de nombreux sites web, blogs, livres, dans l'espoir de mieux comprendre la situation que vous traversez ou que l'un de vos proches traverse. Nous avons écrit le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention dans l'esprit d'apporter au monde francophone un outil de self-help où l'entraide et le soutien ont tout leur sens. Les 3 auteurs, cliniciens et spécialistes, ont choisi de vous faire partager leur expérience clinique et de vous apporter des outils cohérents, informés, sérieux et pratiques. En complément de ce livre, vous pouvez consulter le site www.manuel-du-tdah.com. Mode d'emploi à l'usage des personnes TDAH. Si vous lancez dans la lecture d'un livre vous effraie, si vous êtes déjà encombré par les livres achetés et jamais commencés, si les bonnes intentions jamais accomplies sont votre habitude, suivez les étapes ci-dessous. Vraiment. Au moins une fois pour essayer. Si, vraiment, maintenant. Pas une prochaine fois. Vous allez voir. 1. Marquez cette page en pliant le coin. 2. Prenez un minuteur et programmez 10 minutes, en vous assurant que vous avez bien 10 minutes à vous. 3. Enlevez toute source de distraction. Mettez votre téléphone sur mode avion, éteignez la radio ou la télévision, mettez-vous à l'écart de vos enfants, etc. 4. C'est parti pour 10 minutes de lecture. Commencez par le chapitre qui vous parle le plus. 5. Au bout de 10 minutes, optez pour l'une des 2 propositions suivantes. Repartir pour 10 minutes, après une petite pause pour synthétiser mentalement ce que vous avez appris. Passez à autre chose, en planifiant mentalement quand vous reprendrez ce livre. Vraiment ? Êtes-vous sûr que vous aurez le temps à ce moment-là ? Petit pas après petit pas, il se pourrait que vous progressiez dans votre compréhension et vos capacités d'agir pour votre TDAH. Vous venez déjà de découvrir une façon de dépasser le problème de la procrastination. Partie 1. Ce qu'est le TDAH et ce qu'il n'est pas.
Chapitre 1. Un trouble fréquent qui peut toucher tous les âges. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, affecte les individus au niveau personnel, affectif, familial, financier et a un impact majeur sur la société. Parfois lié à des facteurs environnementaux survenus dans l'enfance, il a été reconnu par la plupart des scientifiques comme un trouble fonctionnel du cerveau et est extrêmement fréquent. Selon les études, on estime que le TDAH touche entre 3 et 10% des enfants en âge scolaire et entre 4 et 5% des adultes. Greg LeMond, un diagnostic tardif. Célèbre pour ses victoires en cyclisme, la vie de Greg LeMond n'a pas toujours été jalonnée de succès. Un jour, il consulte pour évaluer un possible TDAH chez l'un de ses enfants. Alors qu'il lit les questionnaires explorant les symptômes donnés à son fils, il se met à rire. Il peut cocher toutes les cases. Cela correspond exactement à comment il était enfant. Il se rappelle qu'il ne parvenait pas à se concentrer, à être attentif. Il ne pouvait pas rester assis et était toujours perturbateur, si bien qu'il se retrouvait très souvent chez le directeur. Il se souvient à quel point la situation était frustrante et avait un impact sur son moral. D'autant qu'il se comparait sans cesse à sa sœur qui, elle, était brillante. L'école était horrible pour lui et il ne l'a jamais aimée. Il savait pourtant qu'il était capable d'apprendre et qu'il n'était pas idiot, mais il pensait ne pas avoir la même intelligence que les autres. Puis, il a découvert le sport. Pas n'importe quel sport. Un sport intense qui fait battre le cœur très fort et vite. En découvrant le cyclisme, il a constaté qu'il était incapable de rester assis et concentré en classe. Il pouvait rester des heures assis sur une selle de vélo en étant concentré comme jamais. Depuis qu'il a mis au jour son TDAH, Greg LeMond transmet son expérience et montre aux autres comment s'en sortir. Il a également récemment fait part des maltraitances qu'il a subies enfant, maltraitances fréquentes chez les enfants avec TDAH. À l'instar de Greg LeMond, nombreuses sont les personnes souffrant d'un TDAH qui ne découvrent leurs troubles qu'une fois adultes, souvent après avoir enduré de nombreuses difficultés. De même, les maltraitances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou sexuelles, sont fréquentes dans l'enfance des patients TDAH et à ce titre, l'histoire de Greg est exemplaire et laisse un goût amer. Il y a des fois où cela me rend vraiment triste. Je me demande pourquoi mes parents n'ont pas pris soin de moi et pourquoi j'ai dû passer par tout ça. Ce que vous vous dites au sujet du TDAH. Voici 6 propositions. Répondez par oui ou par non, selon que vous êtes ou non en accord avec elles. Le TDAH est un trouble qui n'existe que dans l'enfance. Je me demande comment se manifeste le TDAH chez une personne de plus de 60 ans. J'ai un adolescent qui souffre d'un TDAH et je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. Je pense ne pas avoir eu de TDAH enfant et pourtant j'ai l'impression que je souffre de ce trouble actuellement. J'ai un TDAH, mais j'ai l'impression que mes difficultés ne sont pas du tout les mêmes que lorsque j'étais enfant. J'ai un TDAH et je me demande pourquoi j'ai été diagnostiquée si tard. Si vous avez répondu au moins une fois oui à l'une des propositions, ce chapitre vous apportera les éclaircissements nécessaires à une meilleure compréhension du trouble. Chez l'enfant et l'adolescent. Paresseux, rêveur, immature, sans volonté, antisocial, mal élevé, impoli, turbulent, agressif, impulsif, hyperactif, ne fait aucun effort, ne se donne aucune peine, le fait exprès, doit apprendre à se tenir, etc. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que l'on peut lire dans les carnets scolaires des patients TDAH. Répétés tout au long de l'enfance, ces mots affectent bien entendu souvent l'estime de soi et le moral. Difficile, avant l'âge de 5 ans, de pouvoir diagnostiquer un TDAH.
Il est en effet normal, par exemple, pour un enfant de 3 ans, d'avoir du mal à tenir en place ou à rester longtemps à une activité. Il est plus aisé de faire le diagnostic une fois l'enfant scolarisé en se fondant sur les critères spécifiques du trouble. Si l'on y prête attention, la plupart des enfants TDAH pourraient être diagnostiqués vers l'âge de 9 ou 10 ans. Symptômes et diagnostic. On peut retenir que l'enfant ayant avant tout des symptômes attentionnels ne finira pas des tâches même relativement simples. Tube de dentifrice non refermé, habits éparpillés sur le sol, lit non fait, livres et jouets retrouvés un peu partout dans toute la maison, jeux commencés et non finis, devoirs non faits ou laissés pour la dernière minute, etc. À l'école, l'enfant est rêveur, dans la lune. Il n'écoute pas les consignes. Il oublie ou perd les objets qu'il est censé avoir pour son cours du jour. Il répond à côté aux questions. Il peut être perçu comme particulièrement lent parce qu'il ne finit pas son travail, mais c'est en réalité parce que son attention est ailleurs, ou qu'associer plusieurs consignes en même temps est coûteux en énergie. Par exemple, recopier et souligner par couleur et accorder un verbe. Si l'enfant présente aussi des symptômes d'hyperactivité et ou d'impulsivité, la situation est encore plus chaotique. Jouets cassés, murs ou tables crayonnés, disputes constantes parce qu'il ne reste pas à table pendant les repas, parce qu'au supermarché il veut tout et tout de suite, etc. À l'école, c'est le même enfer. L'enfant ne reste pas assis sur sa chaise, interrompt constamment le professeur, perturbe la classe, se bagarre avec ses camarades, est insolent, ou du moins en donne l'impression. Car l'enfant TDAH est souvent très émotionnel, ou, en d'autres termes, guidé par ses émotions, colère, tristesse, sentiment de frustration, etc. Un enfant difficile, colérique, est peut-être un enfant souffrant de TDAH. Pensez-y. Des symptômes différents en fonction du sexe. Les filles et les garçons ont souvent des symptômes assez différents. Les filles ont généralement plus tendance à présenter des difficultés attentionnelles, rêverie, distractibilité, tandis que les garçons ont tendance à manifester plus de symptômes hyperactifs impulsifs, et donc à être plus bruyants et à plus déranger. Il en découle tout naturellement que les garçons sont plus vite détectés que les filles, dont les symptômes sont plus facilement mis sur le compte d'une timidité, d'un manque d'assurance ou de la personnalité. Cela explique très certainement le ratio de 3 garçons pour une fille souffrant de TDAH dans l'enfance dans les études épidémiologiques. Ce ratio s'équilibre à l'âge adulte, lorsque les femmes consultent d'elles-mêmes en raison de difficultés attentionnelles. Facteurs de fixation du trouble. Parce qu'ils sont et paraissent différents des autres, les enfants souffrant d'un TDAH sont plus souvent sujets à l'exclusion, au harcèlement ou à la maltraitance. Avoir un enfant qui ne peut pas passer 5 minutes à faire ses devoirs, mais qui peut passer des heures à jouer à un jeu vidéo, est quelque peu énervant pour les parents qui se fatiguent à la longue. De là à crier sur son enfant, à l'insulter ou même à en venir aux mains, le pas est malheureusement parfois trop vite franchi. Les brimades, les remarques désobligeantes non seulement de la part de l'entourage, mais aussi du monde extérieur, ont un impact sur le moral et l'estime de soi. D'autant que ce n'est pas parce qu'un enfant peut se concentrer sur une tâche qu'il n'a pas de TDAH. Nous l'avons vu dans l'histoire de Greg LeMond. Un des facteurs qui semble dans l'enfance figer en quelque sorte le trouble consiste en ces maltraitances de tout genre. Harcèlement scolaire, maltraitance parentale, physique ou émotionnelle, brimade et moquerie de la part d'un professeur, etc. L'autre facteur qui semble être associé à la persistance du trouble à l'âge adulte est la présence de troubles associés, qui rendent plus difficile l'adaptation scolaire et viennent renforcer les symptômes TDAH. Ainsi, de nombreuses comorbidités ou autres troubles sont souvent présents chez l'enfant et peuvent soit accompagner, soit aggraver les conséquences du TDAH. Il s'agira alors de les détecter et de les traiter en conséquence. Les plus fréquents sont les troubles anxieux, le trouble oppositionnel,
les troubles des conduites, la dépression, les problèmes de sommeil, les troubles du spectre autistique ou encore des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie. Pendant la phase de transition de l'adolescence, période cruciale de la vie d'un individu, l'enfant s'autonomise petit à petit de ses parents, se crée son propre réseau social, a ses premières expériences amoureuses, apprend à être indépendant, ce qui lui demande de contrôler son impulsivité pour interagir adéquatement avec les autres, de ne pas se laisser entraîner dans des histoires périlleuses, de pouvoir planifier et organiser ses activités, de pouvoir porter attention aux conseils qui lui sont donnés par ses professeurs et maîtres de stage, d'avoir confiance en soi, etc. Challenge on ne peut plus difficile pour un adolescent TDAH. En effet, moins de la moitié de ces derniers réussissent à passer cette phase de transition sans trop de difficultés. Les études démontrent même que 30% des patients atteints de TDAH ont une accentuation de leurs symptômes durant cette période. Par ailleurs, non détecté dans l'enfance, un TDAH est un facteur de risque pour le développement de troubles psychiatriques à l'adolescence, avec au premier plan les troubles de la personnalité, borderline et antisocial, mais aussi les abus ou dépendances aux drogues. Il est donc important de détecter précocement ce trouble et de le prendre en charge de manière adéquate. Traiter un enfant ou un adolescent avec des psychostimulants ne l'expose pas à devenir plus tard un toxicomane. Bien au contraire, toutes les études le démontrent. Les psychostimulants, en réduisant l'impulsivité liée au TDAH, réduisent drastiquement le risque de prendre des substances nocives et addictives. Traitement. Le traitement, chez l'enfant et l'adolescent, est souvent pluridisciplinaire et multimodal. Il consiste non seulement en des approches dites comportementales, incluant l'enfant, les parents et les proches, des aménagements environnementaux, aménagements scolaires par exemple, mais aussi, et seulement si les approches non pharmacologiques n'ont pas porté leurs fruits, un traitement médicamenteux. Il existe de nombreux ouvrages sur le TDAH chez l'enfant. Aussi, nous ne nous étendrons pas sur le sujet et aborderons plutôt comment le trouble continue de se manifester chez l'adulte. Persistance du trouble à l'âge adulte. On a longtemps pensé que le TDAH disparaissait à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, ce qui explique, entre autres, le retard que l'on a aujourd'hui dans le soin des patients adultes souffrant de TDAH. La reconnaissance de sa persistance à l'âge adulte n'a été que récemment officialisée avec la parution en 2013 de la 5e édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, le DSM-5, manuel de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie. Les chercheurs et cliniciens sont aujourd'hui unanimes sur le fait que le TDAH persiste dans la majorité des cas, plus de 60%, sous une forme ou une autre, à l'âge adulte. L'Adult Onset ADHD. Récemment, une nouvelle entité clinique a fait son apparition, l'Adult Onset ADHD, ou TDAH d'apparition à l'âge adulte. Sur la base d'études dites prospectives, qui suivent des individus sur une longue période, certains chercheurs ont établi qu'une partie non négligeable des patients ayant des symptômes TDAH adultes n'en avaient jamais eu quand ils étaient enfants. Cette nouvelle donnée remettrait donc en cause l'origine neurodéveloppementale du trouble. Toutefois, de nouvelles recherches ont démontré qu'il s'agit plutôt d'une exception et que la grande majorité des patients adultes TDAH ont bien eu des symptômes du trouble enfant, même s'ils étaient sous le seuil du diagnostic. Ils avaient plus de difficultés et plus de problèmes de comportement. Une intériorisation des symptômes. On le voit, au fil du temps, les symptômes attentionnels augmentent, tandis que les symptômes d'hyperactivité-impulsivité disparaissent ou s'atténuent. L'impulsivité peut tout de même persister sous la forme d'une impulsivité émotionnelle. L'hyperactivité peut persister sous la forme d'une agitation interne ou d'un trop-plein de pensées. Les comorbidités avant tout psychiatriques vont quant à elles augmenter avec le temps.
Lorsque les symptômes d'hyperactivité ne disparaissent pas, ils sont intériorisés. Au lieu de courir dans tous les sens, de sauter sur sa chaise ou de parler en classe et de constamment interrompre le professeur, l'hyperactivité va se manifester par un sentiment d'impatience, une difficulté à rester en place. Même si on ne bouge pas réellement, il est parfois insupportable de rester assis, surtout lors des réunions ou des longs repas de famille. Concernant l'impulsivité, elle va surtout se manifester par une tendance à réagir rapidement, surtout dans des situations émotionnelles. On verra ainsi plus souvent des crises de colère, des réactions impulsives pour se débarrasser d'une émotion que l'on ne veut pas ressentir. 50 à 70% des patients adultes ont ce que l'on nomme une dérégulation des émotions, taux beaucoup plus élevé que chez l'enfant, 20 à 40%. Cette internalisation de l'impulsivité a même poussé la communauté scientifique à vouloir intégrer le problème de régulation des émotions comme un critère diagnostique du trouble, en plus des critères attentionnels, impulsifs et hyperactifs. Si cela n'a pas encore abouti formellement dans le DSM-5, il est tout de même suggéré de penser à un TDAH en cas de dérégulation émotionnelle importante chez un sujet adulte. Une hyperactivité moins visible, mais tout aussi handicapante. Paul était un enfant hyperactif, toujours en mouvement. Et même lorsqu'il lui était demandé de ne pas bouger, il bougeait quand même. Cela lui a valu de nombreuses retenues à l'école, et il ne se rappelle d'ailleurs pas une semaine sans avoir eu une remarque de ses professeurs. À la maison, c'était la même chose. Paul parlait tout le temps, n'écoutait pas ses parents, ne restait jamais assis à table. Pour les devoirs, c'était l'enfer. Plus vite ils étaient faits, mieux c'était, même s'ils étaient bâclés. Malgré tout, Paul a terminé sa scolarité sans redoubler, et année après année, à force de remontrances et d'observations de la part de son entourage et de ses professeurs, il est parvenu à se calmer pour enfin réussir à contrôler son hyperactivité. C'est ainsi, sous la pression sociale, que Paul a appris à rester assis, à ne plus parler quand cela était interdit. Mais il ressentait toujours le besoin de bouger. C'en était même parfois insupportable. Devenu cadre dans une banque, Paul a beaucoup de réunions, parfois très ennuyeuses. Dans ces moments, il vit un enfer. 1 minute lui semble 1 heure. Il se tortille sur sa chaise, tapote du pied, sort en cachette son téléphone pour jouer ou surfer sur Internet, fait semblant de travailler sur son ordinateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.